Le 26 mai 2004, Journal infime, premier tome de la série Lou scénarisé et dessiné par Julien Nil, sort dans les librairies. Pour une fois qu'elle est courte cette phrase. Lou, c'est le prénom de notre personnage principal, une petite fille de 12 ans qui a décidé de commencer un journal intime. Enfin ça en réalité c'est dans la propos, puisqu'en soi on la voit jamais écrire dedans. Dans les faits, on va suivre Lou dans son quotidien de collégienne qui vit dans une grande ville avec sa mère célibataire désordonnée et complètement geek sur les bords. Très vite, on fait la connaissance de plusieurs personnages, son voisin d'en face, Tristan, en qui elle est secrètement amoureuse malgré qu'il mange ses crottes de nez, sa meilleure amie d'enfance, Mina, qui balance avec le caractère aérien et délirant de Lou, et le nouveau voisin qui vient d'emménager, Monsieur Richard, un gentil monsieur en qui Lou voit un potentiel petit copain pour sa mère. Voilà, ça c'est le point de départ de Lou, une BD qui nous est d'abord présentée comme une série de gags en une planche, mais dont les histoires vont rapidement résonner les unes avec les autres, jusqu'à transcender sa propre proposition. Parce que Julien Nil, les gags en une page, c'est pas ce qui l'intéresse. Il l'a fait pour respecter le cahier des charges du magazine Show, dans lequel la BD a commencé à être publiée, mais lui ce qu'il souhaite, c'est raconter l'histoire d'une gamine qui grandit et qui affronte un monde bizarre. Et ça, il l'opère dès le milieu du premier tome en réalité, dès lors que Lou raconte à Mina l'histoire de son père qui l'a abandonné avant sa naissance. Julien Nil élargit d'un coup son univers avec de nouveaux personnages pas encore présents, tels que les parents de la mère de Lou, et s'intéresse plus en profondeur à la psychologie de ces personnages. Dans les faits, ça donne une BD en dents de scie, qui passe d'un gag en une planche à une page plus poétique, sans réelle chute, mais dont les deux font malgré tout avancer l'intrigue. Enfin ça c'est surtout pour ces deux premiers tomes, puisque la formule change très rapidement, dès le deuxième tome, où Julien Nil envoie Lou et sa mère passer les vacances d'été à Mortebouze, le village natal de ces dernières où vit encore la grand-mère ronchonne de Lou, présentée dans le premier tome. Julien Nil l'a dit lui-même, dès qu'un truc l'ennuie, il le détruit ou il change tout. C'est pour cette raison qu'après un retour en zone urbaine dans le cimetière des autobus, il renverra Lou en vacances à la plage, dans Idylle, jusqu'à carrément réduire en cendres son appartement dans Laser Ninja parce qu'il en avait marre de le dessiner. Faut pas le faire chier, Julien. Et dans ces 5 tomes, on note un petit quelque chose plutôt étonnant dans une BD des années 2000. Un regard sur la santé mentale des enfants, qui plus est, féministe. De la part d'un mec. C'est ça qui est étonnant. Et dans les années 2000, c'est aussi ça qu'il faut relever. Et on le note dès le premier tome, où Lou rencontre une psychologue après avoir été réticente à cette idée. Dans le cimetière des autobus, Lou traverse plusieurs détresses psychologiques liées à sa puberté naissante, avec d'abord la destruction de l'appartement où résidait Tristan, rapidement remplacé par un cimetière d'autobus, d'où le titre. Puis il y a une séparation avec Mina, du fait qu'elle ne se retrouve pas dans la même classe pour cette nouvelle année, qui s'ensuit d'une peur de voir mourir une amitié, avec au milieu de tout ça un grand vide existentiel qu'elle n'arrive pas à combler. Le tome suivant, Idylle va continuer à creuser dans le cerveau de ses enfants du côté des relations amoureuses, puisque tout le tome se la joue en comédie romantique avec des relations bancales et juvéniles. Mais en finalité avec une réflexion sur le respect de l'autre et de ses sentiments. C'est assez rigolo d'ailleurs d'enchaîner les deux tomes, puisque forcément Julien Nil adapte sa direction artistique selon l'histoire qu'il raconte, et là où le cimetière des autobus reprend des décors urbains, grisâtres, avec très peu de moments aérés, Idylle s'autorise des couleurs plus pétantes, voire pastel, qui changent d'une planche à l'autre. En fait, plus la série avance, plus elle devient insaisissable. Ce qui était de l'ordre de l'évidence s'efface avec Lou qui grandit. Ce qui est assez surprenant dans l'univers de la bande dessinée, puisqu'en général, les enfants de BD comme Titeuf ou le petit Spirou ont tendance à rester des enfants éternellement malgré que la série dépasse les 15 tomes. Et en général même, ils se lisent de plus en plus pour ressembler à une parodie d'eux-mêmes. Sauf que Lou, elle grandit et ses repères disparaissent. Une idée radicalement appuyée dans le tome 5 avec l'appartement qui prend feu. Un tome qui se révèle beaucoup moins drôle, même très mélancolique, où les relations deviennent floues et où des parallèles se construisent. A l'inverse, des relations s'éclaircissent, comme avec la grand-mère, où des non-dits sont enfin brisés. C'est donc malgré tout un goût d'espoir, de tout reconstruire, qui vient à la fin de ce tome très doux amer. Et la série se termine sur ce 5e et dernier tome, Julien Nil ayant conclu qu'il n'y avait plus rien à raconter. Ok, j'ai peut-être un peu menti. Bon. Vous voyez ce moment dans Star Wars épisode 6, où Luke prend sa Twingo pour se rendre à la CAF, afin de régler des problèmes de RSA non versés, puisque ses ressources trimestrielles comportent une erreur. À partir de ce tome 6, qui se nomme L'âge de cristal, Julien Nil raconte l'histoire de Lou dans un monde où des cristaux sont apparus partout sur Terre, auxquels la mère passe ses nuits à essayer de les décrypter avec l'aide du gouvernement, pendant que Lou alterne entre ses cours à la fac, ses pauses dans une chaîne de fast-food pas trop chère, et ses nuits dans un club où danser est devenu une nouvelle source d'énergie renouvelable.
Bon, en réalité, ce tome il est connu pour avoir fait mal à la tête à tous les lecteuristes de la BD. Et ça se comprend, parce qu'on dirait un peu un rêve fiévreux. En fait, à partir de ce tome, Julien Nil a fait un virage à un certain degré qui tend vers l'infini, que ce soit avec l'histoire qu'il raconte, et la façon dont il la narre. Oui, parce qu'en fait, le tome 6 se trouve être le tome 7, en termes chronologiques. Le tome d'après, La Cabane, fait le lien entre Laser Ninja et L'Âge de Cristal. Pour autant, les deux tomes sont sortis dans cet ordre-là. Parce que Julien Nil voulait qu'on se perde. Mission accomplie. Malgré tout, ce tome 7 a pas forcément plus de sens que le tome précédent. En réalité, on peut faire beaucoup de parallèles entre les deux tomes, puisque les deux nous proposent de nous plonger dans une bulle hors du temps, mais l'un dans un décor rural et l'autre dans un décor urbain pour faire gros. Mais dont les deux sont privés de réseau et d'internet, d'un côté parce que c'est la campagne, et de l'autre parce que les cristaux roses perturbent le réseau, on n'a pas le temps. Et d'ailleurs par rapport aux cristaux roses, n'espérez même pas savoir pourquoi ils sont là, parce que ça sera même pas expliqué. Bon, au milieu de ce bordel, une chose ne change pas. On continue de suivre Lou, qui ne s'arrête pas de grandir. Julien Nil reste fidèle à ses ruptures de format, en faisant voyager Lou dans le tome 8 sans but précis, juste pour découvrir le monde. Bon, et c'est là où personnellement ça m'a perdu. Enfin, ça l'était déjà avec les tomes précédents, mais là disons que le problème se précise, puisque au-delà de sa narration, c'est bien Lou en elle-même qui perd de sa vivacité à mes yeux. Et ça surtout parce que Lou part d'un caractère ultra vif, énergique, autonome, à un caractère quasi passif en fait, et ce malgré son rôle de moteur et de noyau gravitationnel autour duquel tournent tous les autres personnages, parce que l'histoire en elle-même semble ne plus vraiment tenir sur elle. Et c'est vraiment étrange comme constat. Dans Lou Sonata, qui fait suite au premier cycle des 8 tomes, la narration continue dans cette lancée, où Lou semble complètement dépassée par les événements ou la vie en elle-même. Et alors en soi, c'est réaliste, qu'on se comprenne, c'est pas ça que je remets en question. Une étudiante dépassée par sa vie de jeune adulte dans une mégalopole, oui, ok, pour le coup, ça relève pas de la science-fiction. Mais, c'est peut-être que moi. Mais pourquoi on lit ça, du coup? C'est pas comme si Julien Nil, depuis le début de son histoire, n'avait pas laissé des intrigues en suspens, ou même teasé des possibles arcs narratifs très concrets. Donc, pourquoi s'est-il mis à raconter des histoires nébuleuses qui tendent vers une sorte de masturbation mentale sur la psyché? Julien Nil a dit dans une interview qu'il souhaitait par le prisme de Lou permettre à toutes les jeunes filles de se voir en elle, ce qui expliquerait, selon lui, le caractère plutôt passif du personnage. Bon, c'est une info que je conteste pas mal, parce que, à mes yeux, Lou n'avait rien de quelconque dans ses premiers tomes. C'est même tout ce qui faisait la saveur de cette BD, puisque Lou était clairement une gamine d'un rang social pauvre, d'une famille loin d'être classique, vu le comportement enfantin de son seul parent, et elle démontrait une ingéniosité à détourner la mode et la société, et donc par ce biais, une grande maturité. Pardon, mais toutes les petites filles ne sont pas comme ça. Pour autant, Lou, en grandissant, et ce n'est que mon avis, j'insiste là-dessus, elle a plus pris des allures de femme libérée, comme on peut voir au cinéma, sous des regards et fantasmes masculins. Lou est aussi libre que le vent, voire même plus que celui-ci. Elle est insaisissable, pour les autres, mais aussi pour elle-même. Enfin, le premier cycle de Lou contient 8 tomes, tous édités chez Glénat, comme sa suite Lou Sonata, qui verra son troisième tome sortir le 7 octobre prochain, pour clôturer ce deuxième et peut-être dernier cycle, en espérant y trouver des réponses. Si tant est qu'il y a encore des questions. Lou est dans tous les cas une saga qui aura marqué et qui marque encore toute une génération. La BD a eu droit à une adaptation en dessin animé en 2009, supervisée par Julien Nil, et un film réalisé en 2014 aussi par Julien Nil, donc autant dire que le monsieur contrôle entièrement son univers. Donc peut-être faut-il se laisser porter par ce qu'il propose et faire confiance à son cheminement narratif, qui se révèle finalement original et singulier. Même si putain des cristaux roses... Bref. À la prochaine.